Bonjour et bienvenue sur Gaspanic TV et Intruders TV pour cette nouvelle édition des Dessous du Web. Aujourd'hui, en compagnie de David, voilà, évidemment. On va se faire bien voir encore. Pourquoi tu dis ça? Il faut pas être comme ça. Parce que Mais c'est non, la mais ils vérité. arrêtent pas de dire du mal de moi. Ils disent tous que toi, t'es vachement bien et moi, je suis un gros con. Donc, Figure-toi que même à Amsterdam, ils m'ont poursuivi et ils ne m'aiment pas non plus. on va en parler. Présente déjà notre invité, c'est la moindre des choses. On a un super invité aujourd'hui, c'est Guillaume Latour de L'autour. Lautour. Lautour, ouais, Guillaume Lautour. Autant pour moi, Guillaume Lautour de AGF Private Equity, c'est bien ça? Ouais. Super. Et donc c'est un VC, il va vraiment pouvoir tout nous parler de son métier, de ce qu'il fait aujourd'hui, si vous êtes une start-up ou si vous êtes un indépendant ou vous avez une super idée, je vous conseille fortement d'écouter ce qu'il a à dire, ça pourrait fortement vous aider à pourquoi pas démarrer une aventure. Et pour les petits jeunes qui ne sont pas du métier, les VC, c'est à eux qu'il faut venir lécher ce que vous voulez, si vous voulez gagner de l'argent, enfin lever de l'argent pour monter votre boîte, comme on vous le dit tout le temps, monter votre boîte, et faut aller voir des gens comme Guillaume. Et si vous avez une bonne idée, parce qu'a priori on en avait déjà parlé, c'est surtout l'idée qui t'importe, même s'il y a une équipe derrière, t'écoutes quand même tout le monde. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc voilà, si vous avez une bonne idée, vous allez taper à la porte de Guillaume. On vous donnera son numéro de téléphone perso tout à l'heure. Et si vous n'avez pas d'idée, revenez avec autre chose. Voilà, n'embêtez pas si vous n'avez pas d'idée parce que ce sont des gens qui sont très très occupés. Alors je te propose tout d'abord de faire une petite mise au point encore. Voilà. Je crois qu'on va appeler ça notre 5 minutes mise au point. La minute Jeanne Masse. Hein. On s'est vachement fait pourrir. Alors, il y a une raison déjà, je pense, c'est que pour la deuxième émission, on a eu le malheur d'aborder le sujet délicat qui est la blogosphère. Hein. Ouais. On sait que les gens de la blogosphère, c'est inversement proportionnel à ce qu'ils font. Ils ont une grosse tendance à pourrir. C'est des gens qui ne font rien en général. Je ne parle pas des blogueurs entrepreneurs, mais Vous avez remarqué que j'ai rien dit pour l'instant. Hein. Non, je parle des blogueurs. D'accord. Donc, c'est des gens qui ne font rien et qui passent leur temps à pourrir les gens qui font quelque chose. Et il se trouve que on fait quelque chose avec ce petit projet, donc on se fait automatiquement pourrir. Donc, on a eu pas mal de commentaires. C'est vrai. Alors je dois dire que... Surtout chez toi. Alors chez moi, il y a eu à peu près plus de 70 commentaires. J'ai dû modérer, j'ai dû sévir. En plus, j'étais pas là, donc il y a eu pas mal de commentaires. De gens qui venaient jamais commenter et qui sont venus comme par hasard découvrir le site grâce à toi, grâce à une phrase que tu as dit. Puisque sur quand même 1h15 d'émission, ces 70 commentaires n'ont retenu qu'une seule de tes phrases. On ne la répétera pas. C'est sur Dame Dame qui a un grand con? Non, je voudrais quand même dire. Juste un truc avant quand même. Et les gens, vous regardez cette vidéo quand même, vous êtes bien conscient de ce que moi je dis, de ce que David dit. Donc s'il vous plaît, avant de commenter, de dire des bêtises, regardez bien la vidéo et soyez sûr de ce que vous dites. Alors, rends à César ce qui appartient à César. Oui. Je ne me suis pas véritablement avancé. J'ai dit je connais un Dame qui est un gros con. Hein, et il se trouve qu'il y a un Dame qui nous a écrit en disant pourquoi vous parlez de moi. Chose que je ne savais pas avant qu'il commence à me parler. On n'avait pas dit qu'on répéterait pas cette phrase. Maintenant, je peux confirmer que c'est bien de ce Dame que je parlais. Parce qu'en fait, tu sais à quoi je l'ai vu? C'est qu'il est venu avec notre herpès récurrent du Web 2, c'est Emery. Emery est venu. Tu n'aides pas, David. Bon, Emery est venu aussi mettre son grain de sel là-dedans, hein, comme il vient nous faire chier, nous péter les couilles toutes les 2 semaines. Hein, et donc avec son pote Dame. Et c'est ce fameux cercle d'initiés, The Circle of Trust, dont on parlait la dernière fois, qui est en train de se déchaîner contre nous. Alors maintenant que tout ceci est dit, merci David pour ta franchise habituelle. On n'avait vraiment pas dit qu'on n'allait pas le dire ça. Bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que cette émission ne peut pas être une émission intéressante pour vous si vous n'avez pas les deux côtés de l'histoire, c'est-à-dire à la fois, je dirais, l'analyse, la modération, et puis si vous n'avez pas également David, parce que le reflet de tout ce qu'on parle en fait, c'est également le reflet de tout ce que vous pensez. La modération, c'est moi. Hein, oui, la modération, c'est lui. Et de tout ce que vous pensez, comme par exemple, vous les visiteurs, vous les blogueurs, vous les gens qui ne vous exprimez pas sur les commentaires. Par contre, sont toujours invités à venir nous répondre ici. Alors comme oui, tout le monde. Pour tous ceux dont David a parlé, si vous vous reconnaissez, vous avez le droit de venir à Montparnasse, lui casser la gueule, ou porter plainte, tout ce que vous voulez. Non, venir parler. Ou venir parler, tout simplement. Démocratie, on peut s'exprimer. Et être assis. Et la porte est toujours ouverte, tout le monde est invité et chacun est responsable de ses propos. Je suis responsable des miens, David est responsable des siens. Donc c'est vraiment très très important que tout le monde puisse faire la part des choses. L'autre est en train de nous construire le mur de Berlin. L'autre qui signe son assurance vie. Mais surtout, autre chose de encore plus important que tout ça, je pense, c'est que de la web TV. Voilà.
Ce n'est que. Bah, allez, parle-nous de un la télé. peu de ce que tu as fait. Tu es allé à Amsterdam, tu m'as dit, c'était. Alors, c'était génial, le quartier Journée des- nain de jardin, tu m'as dit. Eh bien, oui, journée. T'as vu beaucoup de nains de jardin. J'ai vu beaucoup de nains de jardin, il est terrible ce David. J'ai vu beaucoup de nains de jardin, j'ai vu également une conférence qui s'appelle The Next Web. On a rencontré des tas de monde, on pouvait croiser des poids lourds français comme Tarek Krim ou Patrick Chassani ou Oleg ou même des futurs poids lourds. On a vu des petites startups comme Wixi.com, on a vu également Mailemotion qui sont des petits français en France et en Angleterre avec Nassim Gandour. Ils ont gagné d'ailleurs le prix de la startup, donc des Français, Cocorico, n'est-ce pas? La conférence était pas mal, c'était pas exceptionnel. Il faut dire que les gens qui sont venus ont payé plus de 700 € pour venir, plus le voyage, plus le dîner, plus ces trucs, etc. Y compris pour concourir en tant que start-up. Ça, c'est ce que j'ai vu aussi. Alors oui, C'est que si tu voulais t'inscrire en tant que start-up, fallait quand même payer tes 700 €. alors il y a également C'est un ça. peu de l'arnaque. Mais attends, c'est pas ça l'arnaque. La vraie arnaque, c'est ce qu'il y avait derrière. Parce que, alors j'espère qu'on recevra un jour Mailemotion pour qu'ils nous en parlent. Le bouffe, si tu veux, les stands pour les petites startups dans Amsterdam. C'est la bouffe. Non, le bouffe. Ah bon, d'accord, c'est ton accent. The Bouffe. The D'accord. Bouffe, Mr. Dave. C'est dans un couloir, Mhm. tout noir, pas de lumière. C'est pour ça que j'ai pas pris de photo, il n'y avait pas de lumière. Mhm. Et en fait, tu as des petites tables de bar où tu as juste la place pour poser un ordinateur portable et c'est ça le stand, startup. Il y a D'accord. juste qu'une boîte canadienne, canadienne et San Francisco qui s'appelle Respectance, qui a eu l'idée d'amener des gros panneaux, des trucs comme ça, mais toutes les boîtes étaient calées sur une table de bar qui faisait pas plus de 30 cm de diamètre, et tout le monde s'agglutinait là-bas. Bah, c'était totalement ridicule pour présenter des startups, c'était vraiment dommage. Mais le théâtre en lui-même était très très beau, l'événement était pas mal, mais c'était surtout le networking, le réseautage, tout ce qui se passait dehors, et l'open coffee qui a eu lieu une journée avant, qui était très intéressant. Et tu sais quoi, David? Mhm. Tout le monde te connaît beaucoup à Amsterdam. J'ai pas croisé un Français qui m'a pas parlé de toi. Par contre, t'avais plein de crachats dans le dos, t'as vu? Bah, Depuis qu'on fait l'émission ensemble. Hein. Alors j'en sais rien, mais ils m'ont tous parlé de toi. Hein. Bon. Ils m'ont tous dit on connaît David, on l'a regardé la dernière fois. Bon, bah On va j'espère regarder qu'ils la viendront prochaine tous fois. nous voir. Qu'est-ce qui te voulait le charmant jeune homme de Todeka? Tu m'as dit il était Oui, tout alors volubile. Monsieur Todeka nous a parlé forcément de la dernière émission, Charles Nori, et il nous a dit je serais ravi de venir sur Eh ben, le il est plateau, invité quand il veut. m'expliquer et parler avec vous. Alors moi Mais je pourquoi dis il est tout énervé, tout... oh, il est pas tout pourquoi énervé. Il tape des pieds avec Il ses dit, petits il dit pieds qu'on a dit des bêtises la dernière Bon. fois. On a On dit en des dit bêtises souvent, sur hein. Dailymotion. Ouais, on en dit Et il n'y a souvent. pas que lui, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit qu'on avait dit que des bêtises. Eh bien, moi je dis, on dit que des bêtises, n'hésitez pas à venir Bon, rectifier bon, allez, la vérité, sujet clos. nous dire des choses. Ah, autre chose d'ailleurs, Vas-y. à tous nos téléspectateurs, n'hésitez pas à écrire à dave@gaspanic.tv ou à thierry@intraders.tv pour nous donner vos dernières rumeurs, vos dernières informations. Oh ouais, vos balancez, dernières balancez. critiques. Balancez anonymement. Vous ouvrez un compte Yahoo Mail et tout, vous balancez anonymement. J'ai rien dit, hein. J'ai rien Voilà. dit. Et nous, on lira. On lira les dépêches. Vous avez Tu vu, crois c'est- qu'ils font comment, les grands journalistes? Hein? Bah, ils inventent. Exactement comme ça. Aucune voilà. idée. Je ne suis pas un grand et je ne suis pas journaliste. Voilà. Et, Et donc, si vous voulez me rencontrer dans un parking pour me donner les dernières informations, style Watergate, je suis aussi disponible dans les parkings. Hein. Donc, vous pouvez balancer aussi de visu. Comment il s'appelait? Gorge profonde. Voilà. Alors, faut pas que tu Sinon, prennes ce sinon champ, David hein. est aussi disponible dans les toilettes de bar, mais c'est pas pour les mêmes Ouais, raisons. mais ça, c'est pas pour le business. Bon, allez, quelques news du front. Un projet qu'on monte ensemble qui va être intéressant, Oui. qui s'appelle BizDating TV. Donc, en deux mots, le pitch. Vas-y. alors, le pitch de BizDating TV, ça va être simple, c'est de permettre à toutes les startups, petites ou grandes, de se présenter. C'est un en- YouTube du startup, des startups, en Alors, gros. YouTube, c'est un grand mot, mais on va dire voilà, c'est ça, c'est la plateforme vidéo où toutes les startups vont pouvoir se présenter en 1 minute, puis en 6 minutes. Vous allez pouvoir, pourquoi pas les VC, ça peut être un outil pour toi par exemple, et pour tout le monde, pour découvrir des startups et pour pourquoi pas trouver la future bonne idée, le futur Dailymotion, Kevin Rose ou ce que vous voulez. Ce sera très prochainement sur le net. Donc si vous êtes une startup, c'est un appel pour vous. Contactez Gaspanic TV le plus vite possible et venez vous faire shooter le portrait et vous pourrez présenter votre startup et plein de VC pourront Et les si voir. vous êtes un VC qui voulait sponsoriser l'émission, au hasard, n'hésitez pas à nous contacter. Attends, je vérifie, je regarde ma poche. Alors Guillaume, si tu peux sortir ton carnet de chèques, on direct. Non, non, mais c'est vrai, en plus, on va au départ se faire sponsoriser par les VC. Hein, et puis, Voilà, et ben, si vous êtes investi, c'est un outil pour vous, on pense qu'il y a une véritable demande et on pense que ça peut intéresser tout le monde. Et alors, Et toi, ça t'évitera de te faire chier dans des rendez-vous pendant 2 heures avec des mecs qui ont des idées pourries. Il suffira que tu ailles sur le site, tu vas voir, l'idée C'est est une pourrie. super idée, c'est Le une mec, super quand il t'appelle, tu dis je suis pas dispo. Voilà. Va tu voir vois. David. Voilà. Donc tu vois, t'as pas perdu ton argent en sponsorisant. Les bonnes idées de la semaine. Qu'est-ce que j'ai vu moi? Un truc qui Dis-moi. s'appelle Lastube.
Tu t'as entendu parler? C'est Last.fm Ouais. qui rencontre YouTube. Et alors, Et qu'est-ce qui se donc, passe? c'est un site qui te permet de prendre des chansons de Last.fm, Ouais. des vidéos de YouTube et de faire une espèce de mash-up de tout ça. D'accord. Et que tu peux balancer sur ton site qui s'appelle Lastube. Donc, Et initiative c'est intéressante. lastube.com? Lastube.com, allez jeter un œil. D'accord. Bah écoute, on fera ça avec plaisir. Qu'est-ce que tu as vu d'autre encore? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? T'as vu ça aujourd'hui, le foot, et, justement en parlant de YouTube, le foot et le tennis interdit Ah ouais. sur YouTube. Roland Garros? Voilà, donc une fois que tu as enlevé tout ça et plus tout ce qui a été interdit avant, bah, qu'est-ce qui va rester? C'est vrai, on en parle depuis un moment, les grands-mères qui tombent sur le verglas, ça fait, ça fait un petit peu peur Est-ce que pour... t'as contre les grands-mères qui tombent? Non, parce Non, qu'on mais ça reste fait un- dans- ça on fait un va peu, être- on va être dans vidéo le gag, quoi. registre vidéo gag, en gros. Eh ouais. YouTube risque de se garder que du vidéo gag. Ah, je vais te dire, il y en a pas encore longtemps parce que ça tombe bien, parce que ça tombe bien que tu parles de ça, puisqu'il y a un nouveau site qui s'est ouvert qui s'appelle. Alors attends, je le cherche. Il est où ce truc? Voilà, il y a un site qui s'appelle Showstash, showstash.com, et c'est un site génial. Par exemple, tu veux voir Pirates des Caraïbes 3. Mais tu n'as pas le temps d'aller au cinéma. Bah, tu vas sur ce site internet qui est totalement légal et qui te donne le lien YouTube où tu peux le regarder. Alors oui, c'est pas bien, mais ça existe. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui est vraiment ça, c'est que tous les gens, ils en ont marre de télécharger des torrents, ils en ont marre de télécharger des fichiers sur des réseaux peer-to-peer. Alors les gens mettent leurs séries télévisées ou les films sur Dailymotion, sur YouTube. Mais sur d'autres je dois plateformes vidéo. dire, en général, c'est sur Dailymotion. Si je peux balancer un petit peu, non mais en plus je les aime bien, ils le savent, mais Dailymotion est quand même vachement moins regardant pour tout ce qui est matériel copyrighté. Moi je suis un grand amateur de séries justement, et tu les trouves tout le temps sur Dailymotion. Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent un lien, ils taguent pas la série, mais tu as le lien direct quand même vers ta série ou ton Pirate des Que Caraïbes. tu numéro trouves un. sur des autres sites internet qui Voilà. eux vont te donner l'adresse. C'est Tout à devenu fait. vraiment une grande mode. Alors c'est vraiment là où on peut se poser des questions sur le futur de ces plateformes vidéo. Est-ce que sans ces contenus copyrightés, est-ce qu'elles sont encore quelque chose? Tu as d'autres news encore à nous proposer? Ouais, qu'est-ce que j'ai? Donc, on en parlait tout à l'heure. Il y a Dis-moi. une étude qui a été faite aux États-Unis pour demander à un panel représentatif est-ce qu'ils étaient contre l'idée de la vidéo, de la pub dans les vidéos sur Internet. Et c'est assez étonnant, les gens n'ont rien contre tant que ça ne dépasse pas une certaine durée. Donc, a priori, ça va ouvrir des possibilités pour des gens dont le seul business model, on en parlait tout à l'heure, était la pub telle qu'on la connaît à la télé. Donc, a priori, ça dérangerait pas les gens. Donc voilà. Si vous faites de la vidéo, vous savez comment gagner du pognon maintenant. Ah bah écoute, ouais, et puis on en voit plutôt pas mal un peu partout. Je sais pas si vous êtes allé sur le site de l'Éclumeur dernièrement, il y a toute la campagne Twingo que vous pouvez voir avant tous ces podcasts. Donc ça montre bien que ça se démocratise de plus en plus et qu'il y a des choses à faire et qu'on va pouvoir voir des vraies pubs télé, comme les vraies pubs télé que vous voyez à la télé, dans vos vidéos de vos podcasts préférés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il y a une info importante, il y avait la Buzz Race cette semaine. C'était la fin de cette fameuse course, cette fameuse régate au buzz. Alors le principe est tout simple, vous êtes un blog, vous voulez concourir, vous avez un numéro d'identifiant et vous pouvez, alors si Julien, notre réalisateur de choc, veut bien passer sur internet, voilà, c'est la fin de la Buzz Race et comme vous pouvez voir, on a les résultats en vidéo et le premier blog à avoir gagné, c'est le blog de Gonzague, un illustre inconnu, mais c'est un petit blogueur qui bosse pour Ziki.com qui a gagné. Et en fait, le truc... Qui vote? Alors qui vote? Justement, c'est génial. Si tu as un blog, tu mets la petite image de la personne que tu soutiens dans ton blog. Et si tu as beaucoup de trafic, eh bien ça le fait monter dans les scores. Et alors, il y avait la deuxième place, c'est Presse Citron, Eric, que tout le monde connaît. Et lui, il s'est allié avec plein de gros poids lourds du net, comme Loïc Lemeur, comme tous les blogs auto, tous les Tu trucs vas arriver comme à ça. dire du mal de Loïc Lemeur avant la fin de l'émission, je te vois venir toi. Mais Vas-y, non, quand t'es- absolument pas. Vas-y. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que quand ces gens-là sont fait soutenir par des gros poids lourds du net, par vraiment les barons du web, eh ben, il s'est avéré qu'il n'a pas gagné la course et que c'est Gonzague, avec sa flotte de petits blogs, de tout petits blogs, qui finalement a réussi à fédérer un maximum de monde. Alors, j'ai interviewé ce matin François, le responsable de la buzzrace.com, et il m'a expliqué deux facteurs importants. La première, c'est que les gros blogs, comme celui de Loïc Lemeur, n'ont mis la vignette que dans un billet, et comme il met 5 billets par jour, la vignette, elle a disparu dans les pages derrière, et l'audience a disparu. Ensuite, les petits blogueurs, eux, comme ils n'ont rien à perdre, ils ont tout mis dans la sidebar. Ce qui fait que tous leurs visiteurs voyaient tout le temps la bannière et ça comptait, ça faisait des hits. Et enfin, il y a le chauffeur de buzz, Otto, tu connais peut-être David? Non. T'as pas d'histoire de passif Ah si, avec lui? chauffeur de buzz, son site est sympa. Et il a plein de cul sur son site lui, c'est lui.
Ça, tu dis du bien de quelqu'un en plus. Ça va? Bah, quelqu'un qui vient du monde de l'adulte peut pas être forcément mauvais. Forcément. Pas complètement. Donc Otto, chauffeur de buzz, qui nous a montré sa plus grande puissance et on ne peut que lui montrer notre admiration, puisqu'à lui tout seul il a fait 30% du trafic de cette buzz race. Alors autant vous dire la puissance du truc, et d'après l'organisateur, il a même dû lui demander de ralentir, parce que sinon il allait être tout seul dans la course. Elle a duré combien de temps cette course? Cette course a duré 10 jours. Très exactement, 10 jours, ouais. et tout ça pour promouvoir un site de réseau social familial qui est tout neuf, qui s'appelle hellotipeee.com, qui est inventé par François, qui est tout seul chez lui, qui fait ça en freelance, et il a eu l'idée de cette buzz race pour faire un petit peu de buzz autour de son produit. Très très bonne idée, il nous a promis, alors une information exclue Intruders, il y aura une nouvelle édition à la rentrée prochaine. Donc plutôt sympa, et la victoire des petits blogs face aux gros blogs. Donc ça c'est un bon point. Bon, moi un petit rectificatif par rapport à ce Dis-moi. qu'on a dit la semaine dernière sur Twitter, où on disait que Twitter D'accord. ne sert en gros à rien. Alors Eh ben, moi je fais mon mea culpa. C'est Twitter vrai sert à quelque chose. Grâce à Twitter, je sais que Loïc Lemer lit le journal en buvant son café le matin. c'est vrai, Ouais, avant d'aller aux toilettes. c'est une info exclusive ou... Je l'ai lu, c'est pas exclusif, puisque c'était sur le site de Loïc Lemer, donc je peux dire, je fais mon mea culpa, Twitter sert à quelque chose. Il va vraiment falloir que je nettoie Sans tous les Twitter, je commentaires. n'aurais jamais su ça. Tu te rends compte qu'il va falloir que je nettoie je sais pas combien de commentaires Voilà. cette semaine. Bon, merci David pour cette information Aucun très problème. importante. WSJ.com, qui est un site qui peut vous intéresser, c'est un nouveau site qui met en ligne tous les deals, les rapprochements, les deals, les achats, les tentatives d'achat. Donc c'est WSJ.com. Mais attends, WSJ.com, c'est le Wall Street Journal. Ouais, bah alors j'ai dû oublier le slash. D'accord. J'ai dû oublier le slash. Non, en gros, Tu risques d'avoir le Wall Street qui t'attaque, là, fais non, attention non, quand en même. gros, c'est qu'ils ont monté, il y a une section, voilà, maintenant, D'accord. qui s'occuperait de ça par rapport au Web 2.0. Voilà. D'accord. Donc, du grand journalisme. Du grand journaliste, comme d'habitude. Bien, Bon, je vous Voilà, donnerai, c'est je pour vous rien. donnerai ce qu'il y a après le slash. D'accord. Alors, on va parler, juste avant de parler avec notre invité, on va parler du dernier classement à la mode. Vous savez que Wikio a remis à jour son classement des plus grands blogs de la Terre connus de la blogosphère. Et il y a un article très intéressant. Julien, si tu nous amènes vers le net. Bien sûr. 2 minutes, merci. Il y a Cédric Giorgi qui nous a fait un petit billet sur les classements du web et nous montre que lui, par exemple, il passe des premiers de la classe dans un classement, et dans d'autres classements, il est tout au bout, que des gens comme Jean-François Riss qui font 1 million de pages vues, il est premier ou non, il est 3e chez Criteo, mais il est 800e chez Wikio, par exemple. Et petite anecdote très intéressante, Intruders TV, qui n'a jamais été référencé sur Wikio, qui s'appelait le blog de Béziers avant, eh bien, il y a quelqu'un, il y a l'algorithme magique de Wikio, a changé le blog de Béziers en Intruders TV, et ils ont même réussi à mettre une URL provisoire qui n'a duré que 24 heures sur notre site internet, et je me suis retrouvé dans le classement comme par hasard. Ils ont vraiment un Oh, putain toi, tu dis d'algorithme. vachement de bien de Wikio, toi. Non, mais je trouve ça impressionnant, Bon. non? Enfin, je sais pas, enfin, c'est pas une critique, hein. M'envoyez pas des emails, s'il vous plaît. Faites pas ça. Ok, bah moi c'est tout pour, C'est tout pour mes news. On va parler des Maintenant que VC, j'ai alors redécouvert le Wall Street Journal, je suis bon. On va parler. Désolé. Tout va bien. Là. Non, mais c'est un journal, tout le monde le connaît pas en même temps. Peut-être qu'il y a des gens. Voilà. Bon, enfin, il est en train de se faire racheter en plus. Tu me dis. Ah, un- possible. Ah, il y a des eh ben, je négociations, peux quand même quoi. venir. Si, Ah, c'est t'as Murdoch raison, qui est en t'as train raison, il y a de des le discussions, racheter, ouais. je crois. Je sais pas si Voilà, c'est je fait, mais- connaissais Wall Street Journal quand même. Ah, bah, voilà. Enfin, je connais bien Murdoch surtout. Une, Allez, une on grosse enchaîne. info. Guillaume, tu es donc parmi nous pour parler un petit peu de ce qu'est un VC et de ce que fait un VC tous les jours. Alors, toi, très rapidement, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire ce que tu as fait? Alors moi j'ai commencé, donc je travaille pour AGF Private Equity, qui est un des principaux fonds de capital risque en France. Globalement, on est numéro 4, numéro 5 à peu près dans les fonds les plus actifs qui sont en France, hein, sachant qu'il y a à peu près une trentaine de fonds très actifs, on va dire, dans la tech en France. Je fais ça depuis 8 ans. Avant, je suis à la fois de formation technique, scientifique et financière. Avant, j'étais sur les marchés financiers orientés sociétés technologiques. Et là, donc, depuis 8 ans, chez AGF Private Equity, donc, qui existe depuis 1999, avec une équipe dont qu'on une petite dizaine d'investisseurs, de partenaires qui sont à la fois impliqués dans le monde de la tech au sens IT et aussi au niveau des biotech. On fait à peu près un tiers de nos investissements en biotech et les 2 tiers en IT. Voilà. Alors, Donc, concrètement et rapidement, ton boulot c'est quoi? T'es en état de veille permanente, je suppose. Ouais, je chasse. Ouais. L'idée c'est de trouver des dossiers assez tôt
Tu les trouves ou on te les amène en général? Comment ça se passe? C'est un ensemble de choses. On se promène dans les conférences, un peu comme toi, Amsterdam, des conférences aux États-Unis de temps en temps, des conférences en Europe. On se promène auprès des centres de recherche, auprès des écoles. Il y a beaucoup de projets qui naissent d'étudiants qui sortent de leur école. Voilà, on essaye de nouer un réseau relationnel important. Tout le monde se parle, évidemment. Tu présentes des startups que tu as vues chaque jour, chaque semaine. Ouais. On s'inspire évidemment de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on écoute. Et puis, ce qu'il faut à partir de là, c'est essayer de construire avec les gens qui créent leurs projets quelque chose qui s'inscrive dans la perspective d'un VC, sachant qu'il y a des boîtes qui marchent très très bien sans financement, et il y a des boîtes qui ont absolument besoin de financement lourd. Donc ce qu'il faut, c'est pas se tromper de schéma et faire intervenir d'investissements financiers uniquement quand c'est vraiment compatible avec le projet. Et toi, tu es plutôt dans le early stage, ce qu'on appelle donc les premières, le démarrage des sociétés, ou tu es plutôt après, vers la fin, vers le exit, ou à quel moment tu interviens? On est assez opportuniste en fait. Il y a des sociétés dans lesquelles on a investi avec des projets où il y avait 2-3 personnes et un brevet, ça nous est arrivé, et d'autres sociétés dans lesquelles on est rentré où il y avait déjà une centaine de salariés. L'idée, c'est que l'investisseur financier, il est là pour faire un multiple de son investissement, généralement parce qu'il investit dans des sociétés qui sont assez risquées. Et on peut trouver des cas de sociétés qui sont sur des challenges, qui sont aussi en train de se développer avec un notion de risque important. David, il y a un truc qui tombe. Aussi bien à 3 personnes qu'à 100 personnes, ça dépend du marché. Donc on peut intervenir à des phases tout à fait de premier tour. Alors un premier tour, c'est pour un investisseur VC, pour un capital risqueur, généralement c'est le tour où on va lever 1 ou 2, 3 millions d'euros. Est-ce qu'on peut considérer que ça c'est un petit investissement, un gros investissement? Ça c'est déjà un investissement quand même significatif, ça dépend du secteur. Si on est dans l'électronique, 3 millions d'euros, ça ne sert pas à grand chose, on ne tient pas très longtemps. Si on est dans l'internet, avec 500 000 euros, on peut faire énormément de choses. Donc tout dépend du secteur, il y a des intensités capitalistiques plus ou moins importantes. L'idée c'est que généralement, quand on crée une société, on commence par investir un petit peu de son argent pour acheter des PC, pour recruter 2-3 personnes. On a vite besoin de quelques centaines de milliers d'euros pour recruter 5-6 développeurs et commencer à recruter éventuellement un business développeur aussi pour commencer à faire du chiffre d'affaires. Et ces quelques centaines de milliers d'euros, on les a pas. On les a pas parce qu'on ne génère pas encore de chiffre d'affaires. Donc le VC vient généralement, pas forcément à cette phase-là. Là, c'est généralement le business angel qui est là pour accompagner. Donc on trouve de l'argent autour de ses amis, de ses relations, ou on va chercher de l'argent auprès des business angels. Et le VC arrive généralement dans la phase ultérieure, c'est-à-dire à peu près 6 mois après, pour accompagner un investissement de 1, 2, 3 millions d'euros. Voilà. Alors, on parle très souvent de cet argent-là, mais on dit souvent peu ce que vous allez demander en contrepartie. Puisque forcément, le VC n'investit pas par plaisir ou par bonté d'âme. Vous investissez... Guillaume, si je le connais bien. Oui, Guillaume, il fait ça, d'accord. C'est l'exception, le monde des VC. C'est vrai, je suis d'accord. Vous essayez d'investir pour récupérer quelque chose derrière. Alors justement, quelle est la contrepartie, en règle générale, que les entreprises doivent faire pour... la culbute, on en avait déjà parlé. C'est quoi une culbute pour un VC? Peut-être pas la culbute, mais plutôt qu'est-ce que vous allez prendre? Si, mais on peut raisonner de manière très... Départ... très en fait, factuelle, très quantitative sur ça. Globalement, un VC, d'abord, qui c'est un VC? C'est quelqu'un qui a levé de l'argent lui-même. Donc c'est lui-même quelqu'un qui a présenté un business plan. Et il l'a présenté à des investisseurs financiers qui eux-mêmes ont le choix entre mettre leur argent en bourse, acheter de l'immobilier à Paris ou à Bordeaux et investir dans un fonds de capital risque. En l'occurrence, les fonds qui sont gérés par AGF, Private Equity, c'est des fonds qui sont souscrits par des particuliers uniquement. Ce sont des FCPI. Et donc ces gens-là placent leur argent pour financer, pour aider le financement des jeunes startups en France, parce que c'est un investissement utile et que beaucoup considèrent comme citoyen, quand on est retraité, qu'on a de l'épargne et qu'on veut faire quelque chose avec son épargne, on peut tout à fait avoir le goût de participer à la création des sociétés, jeunes sociétés technologiques en France. Mais c'est aussi des gens qui veulent gagner de l'argent, évidemment, avec leur épargne, qui ne veulent pas perdre leur investissement de départ. Quand on compare en fait les choix qu'on a à faire quand on place de l'argent sur un produit financier, le capital risque, avec le mot risque à l'intérieur, doit pouvoir en fait procurer un rendement qui est significatif
pour le souscripteur du fonds. Et ces rendements, globalement, pour un investisseur en capital risque, je dirais qu'on est obligé, si on veut paraître parmi les meilleurs investisseurs, d'être capable de proposer un rendement de l'ordre de 10 à 15% par an. Ça reste très quantitatif, très, très financier, c'est pas très sexy comme terme. Mais si je veux faire 10 à 15% de rendement par an, je dois être capable de faire un multiple en moyenne de 3, à peu près 3 fois sur mon investissement quand j'investis dans une start-up. Ça se passe sur plusieurs années, évidemment. Mais si je veux le faire en moyenne et que je prends en compte les startups qui se cassent la figure, hein, qui ne parviennent pas du tout à créer de chiffre d'affaires et à se revendre ou à s'introduire en bourse, ça veut dire qu'en fait les investisseurs en capital risque ont toujours des espérances de multiples qui sont très élevées. Pourcentage de réussite en général chez les VC, tu dirais, sur 10 startups où vous investissez, pas spécialement chez vous. Il y en a combien C'est pas très précis comme bon, donne-nous une idée, je veux dire, on parle de 1 ou on parle de 8 Un VC qui généralement, disons dans la durée, calcule sur 10 startups, on va dire, ce qui a ramené de l'argent. On va peut-être avoir une startup ou deux qui vont générer 5 ou 10 fois la mise. 5-6 startups qui vont générer entre une fois et 2 fois la mise, quelque chose, on rentre dans nos frais et on fait éventuellement 2 fois notre mise, mais c'est pas extraordinaire. Et puis peut-être 3-4 startups parmi les 10 le bouillon complet qui vont se prendre un bouillon complet. T'en as pris toi des gros? Oui, bien sûr. On a le droit d'en parler ou pas? Alors, c'est pas des choses qu'on évoque évidemment. Mais qu'est-ce que ça signifie pour toi? Mais bien sûr, ça fait pratique, partie du métier. Qu'est-ce qui se passe pour toi en pratique quand une start-up ferme, quand un investissement n'est pas rentabilisé? En pratique, pour vous, ça implique quoi? Ça implique que ce sont ceux chez qui vous avez pris de l'argent, les gens qui ont investi chez vous, qui vont en pâtir, ou c'est vous qui faites tampon entre les deux? Alors, c'est pour ça qu'il y a un fonds d'investissement. Donc, un fonds d'investissement, c'est quelque chose qui en fait lisse un risque en prenant plusieurs participations. Donc un fonds d'investissement, généralement, il est impliqué dans une quinzaine, peut-être 20 sociétés différentes. Donc j'ai ces quelques startups qui ne vont pas aller jusqu'au bout de leur histoire. Elles vont évidemment impliquer une baisse de la valeur de chaque part dans le fonds d'investissement, mais ce sera compensé par les 19 autres qui, elles, vivent leur vie. D'accord. Donc l'idée, c'est quand on investit dans un fonds d'investissement, et par rapport à un business angel, par exemple, qui lui va sélectionner quelques startups, à moins d'avoir des très gros moyens financiers, il va peut-être se positionner sur 3, 4, 5 sociétés. Un fonds d'investissement, lui, se positionne plutôt sur une quinzaine, ce qui diminue le risque. Alors, est-ce que tu peux nous citer quelques-unes des startups dont tu t'occupes et qu'on connaît certainement de nom? Alors, il y a beaucoup de startups dans lesquelles les VC ont investi. Nous, AGF, donc on a financé à peu près 70 sociétés depuis 1999, donc je ne vais pas citer les 70. Non. Peut-être les plus connues, les plus à la mode en ce moment. Peut-être qu'on peut s'attacher à celles qu'on a celles financées dans le monde de l'Internet, parce que dans le web 2. On a financé pas mal de sociétés dans l'Internet. Tout ce qu'il y a de haut dans le nom en général. Il n'y a pas que du 2O, mais quasiment. Voilà. Vas-y, donne-nous des exemples. Nous, on a financé Travel Price, par exemple. On était un des principaux investisseurs de Travel Price, donc ça c'était Roland Coutas à l'époque. Qui avait créé la société et qui l'a brillamment vendu à last minute, donc, qui a été racheté ensuite par qui vient de revendre aussi. Donc ça c'est un bel exit, c'est une belle opération. Oui, ça c'était une belle opération, mais c'est une opération qui est passée par des hauts et des bas dont on se souvient encore. On a subi quand même, on était dans le voyage, Travel Price c'était une agence de voyage en ligne, et on avait un tour de table qui avait lieu quelques jours après le 11 septembre. Ah ouais. Donc ça c'est des histoires qu'on a vécues qui ont fait que les startups c'est très fragile. Et les investisseurs doivent être présents dans les moments, disons, agréables comme dans les mauvais aussi. Ces moments-là, la société les a évidemment très mal vécus, mais on s'en est quand même sortis. On a vraiment récupéré, par exemple, on a perdu une partie des investisseurs américains de la société à l'époque. Avec le 11 septembre, ils ne pouvaient plus investir à l'étranger, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme start-up qu'on connaît? On a financé, alors globalement, on a 2 catégories de sociétés Internet dans notre portefeuille. Une première catégorie qui est le e-commerce traditionnel, le Web 1, on va dire. Donc là, on en a quelques-unes qui sont assez connues. On était donc l'investisseur de Mythic, qui s'est introduit en bourse. Donc ça, c'était David, on en a parlé la semaine dernière. C'est vrai, ouais, très bien. Donc ça, c'est une belle boîte. On est toujours actionnaire aujourd'hui. C'est parce que c'est une très belle société et je pense qu'il y a encore des belles choses à venir. On a financé l'année dernière, enfin disons il y a 2 ans et demi, on a racheté Télémarket avec Cita, qui est un autre fonds d'investissement, aux Galeries Lafayette.
Donc, et Roland Coutas, qui était donc chez Travel Price initialement, en fait, a monté le dossier Télémarket et est venu nous chercher D'accord. pour le financer. Télémarket, tu nous rappelles qu'est-ce que ça fait? Donc Télémarket, c'est du supermarché en ligne. Hein. Il y a 3-4 supermarchés en ligne en France. Hein. Il y a Oura, il y a Aushop, et puis il y a Télémarket. Voilà. Donc Télémarket était disons, distribué uniquement Paris et la région parisienne initialement, et maintenant couvre quasiment toute la France. Juste sur Mythique, ils sont pas en train d'ouvrir en Chine? Juste... Mythique, ils ont acheté, ils ont fait un investissement en Chine. Donc on a pris une participation dans une société chinoise. Il y a déjà qui presque faisait un an, déjà son numéro qui était sur le domaine déjà. Et donc il s'appelle Yiyu, yiyu.com, .cn en fait. Et donc on a une participation importante dans la société, sachant que c'est pas une équipe de Français qui est en Chine, c'est une équipe donc de Chine. marché énorme pour Mythique. Oui, on verra. Enfin, on pourra recevoir, pourquoi pas, Ning, qui est le directeur qui s'occupe justement de tout ce qui est en Asie. Et c'est vrai qu'ils sont numéro 1 en Chine, ils arrivent au Japon, ils ont déjà un petit truc. En Taïwan, ils sont également numéro 1, si je dis pas de bêtises, et en Indonésie aussi. Donc c'est un très bel investissement. D'ailleurs, dans une société comme Mythique, qui a autant de succès que ça, est-ce que ça vaut la peine de réinvestir à l'intérieur? Est-ce que... En fait, ça vaut la peine tant que l'investissement que tu fais, il refabrique de la valeur. Donc l'idée, c'est... Moi, je présenterai ma question d'une autre façon. À quel moment, justement, quand une société ne va pas trop bien, tu te retires ou tu réinvestis? Je veux dire, ça t'est arrivé d'hésiter, de dire non, vraiment, ça le fera pas, on laisse complètement tomber, bien sûr. ou je remets, mais là, en fait, tu fais que prolonger de la vie. Et... Un investisseur, c'est quelqu'un qui investit pour évidemment gagner de l'argent, mais qui généralement croit au projet, a une proximité forte avec le management, une relation de complicité, de proximité très forte, hein, et qui généralement aime le produit que fabrique la société dans laquelle il investit, hein, aime le business model, il fait partie de l'équipe en fait. Donc laisser tomber un investissement, c'est toujours quelque chose d'assez difficile. Et bien souvent, l'investisseur en capital risque, il sait parfaitement que les business models sont jamais figés, il sait parfaitement que toutes les prédictions financières qui sont proposées, elles sont rarement respectées à la virgule, et il sait très bien que l'impact business d'une boîte qui est toute petite, il peut la fragiliser du jour au lendemain. Donc on est là aussi pour accompagner dans la durée. Hein. C'est l'objectif en fait, le timing à peu près d'un VC, c'est entre 3 et 5 ans, on va dire. HGF, donc nous on a des fonds qui font à peu près 10 ans de durée, c'est le cas de la plupart des investisseurs en capital risque. On met du temps évidemment à remplir nos portefeuilles avec des sociétés parce que ça met du temps d'investir dans une société de nos côtés. On met aussi du temps à en sortir parce que ça met toujours pas mal de temps de vendre une société quand on a décidé de la vendre ou de l'introduire en bourse. Et donc ce buffer qui est à l'entrée et à la sortie, il fait qu'investir à 3, 4, 5 ans, c'est compatible avec la durée d'un fonds de 10 ans. Et 3, 4, 5 ans, c'est généralement ce qu'il faut. Quand on croit qu'on a un produit qui est prêt, c'est ce qu'il faut pour à peu près finaliser la mise au point du produit et ensuite obtenir la montée du chiffre d'affaires, parce qu'elle est toujours progressive, avec de plus en plus de grands comptes, de grands clients, etc. Et donc souvent, on a besoin d'1 an ou 2 supplémentaires pour finaliser le développement du produit. C'est pour ça qu'il y a besoin d'argent. C'est pour ça qu'on cherche auprès des VC. Et on a besoin d'1 an ou 2 pour déployer complètement la partie commerciale. Justement, toi qui es dans le domaine, qui investit, qui voit ce qui se passe, est-ce que tu as l'impression, vu d'un VC français qui est en France, qui travaille en France, tu as l'impression qu'on est dans une bulle, qu'on se retrouve dans ce qui s'est passé il y a quelques années? Alors, pas vraiment, non. Il y a peut-être, aux États-Unis, c'est quand même assez surprenant aujourd'hui de voir la compétition qu'il y a entre les fonds d'investissement pour faire un deal. Hein. Aux États-Unis, en Californie, aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds d'investissement. Il y a évidemment beaucoup de startups aussi, mais on va dire qu'il y a une concurrence beaucoup plus importante entre les fonds pour faire un deal. Et on peut voir, peut-être aux États-Unis en ce moment, une espèce d'inflation à la taille des tours de table. Qui n'est pas forcément positive, hein, parce que si je lève 4 millions d'euros au lieu d'en lever 2, je vais dépenser les 4 millions d'euros aussi vite que si j'en avais levé 2 en fait. Hein. Et généralement, j'ai le même résultat à la sortie, j'ai le même produit. Souvent, les startups trouvent les moyens de faire avec moins d'argent. On est loin de tout ça en France ? Oui, en France, on est quand même loin de tout ça. Bon, il y a eu un trou, clairement. On recevait beaucoup moins de projets Internet en 2003, par exemple. Aujourd'hui, clairement,
le rythme est beaucoup plus important, mais je pense qu'il y a une vraie création, il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui avec non seulement le Web 2, mais aussi des sites d'e-commerce qui sont dans une industrie qui est plus mature aujourd'hui, qu'on maîtrise plus, sur lequel on connaît mieux ce que c'est qu'un business model publicitaire. Il n'y a pas véritablement, à mon avis, c'est des jugements personnels, mais je ne pense pas qu'il y ait de bulle aujourd'hui en France. Au contraire, il y a une richesse, une créativité qui est extrêmement élevée. Les communautés, la blogosphère dans laquelle vous êtes des acteurs importants, c'est quelque chose qui... Surtout moi. Oui, non, lui, le blog de Béziers, ça reste un blog très important aussi, mais il y a une créativité qui est très importante. On se balade, nous, aux AGF, aussi dans d'autres pays. L'Espagne bouge pas mal en ce moment. Ça fait à peu près un an et demi qu'il se passe pas mal de choses en Espagne. En Allemagne, il y a quelques startups aussi. En Angleterre aussi, mais je pense qu'il n'y a pas la richesse de l'écosystème français qui allie à la fois beaucoup de fonds d'investissement. Il faut savoir que les FCPI, qui sont les fonds d'investissement qui sont souscrits par les particuliers que j'évoquais tout à l'heure, ça représente la moitié du capital risque en France. Donc on a, avec l'investissement des particuliers en fait, dans les startups, et pas en bourse, mais dans des fonds d'investissement, on a stimulé le financement des jeunes sociétés. Et tout ça, ça crée de l'emploi, ça crée des technologies qu'on exporte ensuite en Californie, aux États-Unis, etc. Vous êtes en compétition entre vous, entre les différents VC? Comment ça se passe? Vous avez des rapports avec Redoux, compétitifs? Non, c'est la compétition soft. On peut être concurrent sur quelques dossiers. Généralement... Vous piquez des dossiers Non, parce qu'on se connaît tous, évidemment très bien. On se croise, on fait des investissements ensemble. Quand il faut lever 5-6 millions d'euros sur une société, on n'est pas... certains fonds d'investissement ne souhaitent pas l'investissement tout seul. Donc on se met à deux. Mais je veux dire, il y a des croche-pieds, des choses comme ça, ou c'est de bonne guerre pour toi? Sans doute comme dans toutes les industries, mais globalement, il y a quand même une déontologie très élevée d'abord de la part des investisseurs, à la fois entre eux et vis-à-vis des startups dans lesquelles ils investissent. Et on est plutôt, en collaboration, parfois concurrente, mais on n'a pas d'ennemis. Il y a très peu de fonds qui ont des ennemis entre eux. Alors justement, on entend très souvent les startups françaises et les Français dire qu'il n'y a pas assez de VC en France. On voit même quelques startups partir aux États-Unis, aller essayer de séduire des VC américains, et forcément la plupart d'entre eux se cassent le nez. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas assez de VC en France pour nos startups? Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire de l'amorçage en France. Donc, ce qui manque peut-être aujourd'hui... Les business angels plutôt? Oui, c'est la partie business angels qui est problématique. En fait, il y a aujourd'hui une recrudescence des business angels qui sont de plus en plus actifs. Je le vois pas forcément... ma vision ne couvre pas forcément tout le secteur des business angels, mais globalement, les business angels, comme les fonds d'investissement, ont beaucoup souffert après l'explosion de la bulle en 2001. Donc en 2002, 2003, 2004, c'était beaucoup plus difficile d'être business angels qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se structurent en groupe, en club de business angels, qui se forment entre eux parce que l'investissement du business angel, il doit être compatible avec la suite de l'histoire de la société. Par exemple, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on voit des business angels qui rentrent dans des sociétés à des valorisations trop élevées par rapport à ce que valoriserait un VC un an après. Et souvent, ils sont perdants, évidemment, parce que le VC ramène la société au prix du marché, on va dire. Et c'est le business angel qui constate une moins-value financière. Il n'a pas vendu ses actions pour autant, mais, disons, le prix de l'action qu'il a achetée, il n'a pas augmenté. Donc, les business angels, aujourd'hui, en France, ils sont moins nombreux peut-être qu'aux États-Unis, principalement parce que aux États-Unis, la population des business angels, c'est bien souvent des entrepreneurs qui sont dans le secteur, qui ont fait fortune ou qui ont fait un petit peu d'argent et qui ensuite prennent plaisir, on va dire, à conseiller des sociétés qui vont vivre ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Il se trouve qu'évidemment en France, il y a beaucoup de gens, une fois les quelques millions à ramasser, ils se partent sur un bateau, c'est ça? Voilà, décident de quitter la France. Donc on a, on a un déficit, on va dire, d'entrepreneurs, d'ex-entrepreneurs financiers en France. Et ils vont beaucoup en Suisse et beaucoup en Belgique. Ça va peut-être changer maintenant avec les nouvelles lois qui arrivent. Mais globalement, c'est un secteur de business angels donc, qui remonte, qui se restructure. Et ce cycle, on l'a pas en France. Mais qui n'est pas aussi fort que dans d'autres pays. En Suisse, il y a énormément de business angels, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de sociétés qui se créent grâce à leurs apports. Concernant l'étape suivante, qui est je lève 3, 4, 5 millions d'euros, là, franchement, je ne pense pas du tout qu'il y ait une pénurie de fonds d'investissement. Au contraire,
Je disais 30, mais il y a globalement une cinquantaine de fonds qui sont présents en France et actifs, et parmi eux, peut-être une vingtaine très actifs. Il n'y a pas de problème en fait pour trouver des fonds d'investissement. La problématique des États-Unis, c'est un petit peu différent. Ça concerne peut-être des gens qui veulent immédiatement attaquer un marché de taille importante, et ça concerne l'Internet principalement. Des gens qui se prennent pour des futurs YouTube, pour les futurs... Oui, mais c'est vrai que c'est très compliqué de devenir un gros Européen, parce que quand on va en Allemagne, quand on va en Angleterre, quand on va en Espagne, à chaque fois on a des lois différentes, des équipes différentes, qui parlent des langues différentes. C'est aussi dur d'aller en Allemagne quasiment que d'aller aux États-Unis. Donc pourquoi aller en Allemagne alors que j'ai un marché de 350 millions de personnes aux États-Unis qui en plus a l'Internet dans la peau, avec peut-être quelques décalages, 18 mois d'avance en termes de comportement, d'achat, etc. sur Internet. Beaucoup de gens sont tentés. Il y a un écosystème en Californie qui est absolument, évidemment, très attractif pour les startups. Il y a une implication du gouvernement dans tout ce que vous faites ou pas du tout? Oui. Ouais. Ah oui, à plusieurs niveaux. D'abord, c'est le gouvernement qui a inventé, par exemple, le concept des FCPI. Donc le gouvernement, en fait, l'État, en proposant un avantage fiscal aux gens qui achetaient des parts de fonds d'investissement de capital risque, stimuler en fait les fonds d'investissement. Donc la moitié du venture, il est aujourd'hui en France occupé par des acteurs qui existent grâce à cet État, justement. Donc ça a été inventé en 97. Et puis pour les startups, il y a plein de choses qui ont été mises en place par l'État, par le ministère des Finances, pour les aider en termes de réduction de charges sociales, de crédit d'impôt, d'avances de crédit d'impôt qui sont faites par l'État. Je veux dire, la France, c'est le seul pays au monde où quand on perd de l'argent, on gagne un crédit d'impôt et que l'État vous paye ce crédit d'impôt en cash l'année suivante. C'est le seul au monde qui a ça. C'est sympa ça. Les charges sociales dans une start-up de l'Internet, pour la partie R&D, développeurs, etc., c'est 15%. C'est pas 45%, c'est 15%. Oui, en fait, on a des conditions qui sont tout à fait comparables, sinon plus avantageuses dans certains cas qu'en Irlande, par exemple, qui est considéré comme le pays phare en termes d'avantages fiscaux pour les startups. Alors j'ai envie de faire un petit exercice pratique. Imaginons que David soit une start-up avec une brillante idée incroyable et qu'il souhaite à séduire un VC. Comment est-ce qu'il doit s'y prendre pour te parler, pour t'aborder? Déjà, est-ce qu'il doit t'aborder d'ailleurs, entre parenthèses? Qu'est-ce que start-up doit faire pour retenir ton attention aujourd'hui? David, c'est une start-up avec une brillante idée, c'est exactement ça en plus. Et en l'occurrence, on s'est rencontrés pour ça. Bah voilà. Puis finalement, on s'est aimé. Pour l'instant, on discute. On verra s'il se passe quelque chose un jour. Après, on ne sait plus physiquement, donc on n'a plus parlé de business. Mais c'est son cas. Donc, en l'occurrence, Gaspanic est rentré dans le radar parce que Gaspanic il a commencé tout seul en fait à produire ses émissions et il s'est fait connaître assez rapidement. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Gaspanic dans la globosphère? Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Voilà. Mais justement, vaut mieux attendre et se faire choper, je dirais, par des gens comme vous, ou aller les démarcher, où tu te mets peut-être plus en position de faiblesse quelque part. Travailler dans son coin et se faire reconnaître ou non, il faut. Ou t'appeler tous les jours. Bon, c'est toujours bien d'être en contact avec des gens, même s'ils sont pas prêts forcément à lever de l'argent tout de suite, même si la société n'est pas encore à l'étape, disons, où elle va avoir besoin de 2 millions d'euros. C'est intéressant de suivre des sociétés en amont. Maintenant, évidemment, on a dans la journée, on a du temps à consacrer aux investissements qu'on a déjà réalisés et à ceux qu'on veut réaliser en ce moment. Donc il faut savoir se conserver une part de la journée, disons, au sourcing, à la chasse qu'on va faire pour des sociétés qu'on aura ultérieurement et qui ne sont pas forcément tout de suite prêtes pour lever de l'argent. Des rapports qu'on a avec toutes ces sociétés, on est aussi... on profite de toutes les informations, de toutes les idées qu'on peut échanger avec Gaspanic ou avec toi. On échange régulièrement sur le meilleur business model de la vidéo sur le web aujourd'hui. Et c'est toujours quelque chose qui se cherche aujourd'hui, ce sujet. Donc on va dire que tu es très ouvert à conserver un réseau relationnel avec beaucoup de startups, même si elles ne sont pas forcément en train de lever de l'argent aujourd'hui. Il faut évidemment que je limite mon temps sur cette partie-là. Mais globalement, une start-up,
on l'approche de manière proactive si on l'a découverte. Si on ne la connaît pas, on est bien sûr ravi qu'elle vienne nous voir si elle est intéressante. Donc, Et proposer une il idée faut venir voir un VC quand on sent qu'on est prêt pour un VC, c'est-à-dire... Est-ce qu'il faut être éduqué justement pour approcher un VC? Quand je dis éduqué, je veux dire, est-ce qu'il faut justement savoir comment ça fonctionne? Pourquoi pas être guidé par un business angel, si on en a un? Est-ce que ça nécessite ce type de préparation-là? Ouais, quand on fait rentrer un investisseur financier dans son capital, il y a généralement un changement culturel fort qui s'opère. On n'est plus dans une petite boîte de copains de 3-4 personnes qui ont toute liberté, parce que l'investisseur financier a promis à ses souscripteurs qu'il ferait un multiple sur l'investissement. Donc pour le faire, il rentre dans un format, dans une structure d'investissement qui fait qu'on structure la société de beaucoup plus fort. On va organiser des conseils d'administration, des boards, du reporting. Et toi, quand Il tu y a arrives, forcément tout quelque est chose prêt, qui se met en place. Non, tout n'est pas prêt forcément, mais le VC participe D'accord. à la, disons, structuration de la vie corporate de la société. Et de la même manière, quand la société veut se revendre, si elle veut se revendre un jour, c'est important pour l'acheteur de voir que c'est une société qui est très structurée. Et toi aujourd'hui, tu vois des courants? Est-ce que tu t'intéresses en particulier à des courants comme les réseaux sociaux ou la vidéo ou le jeu en ligne ou des choses comme ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses bien précises dans lesquelles tu Moi, viens? j'ai une question avant la tienne, justement. Pour toi, une start-up, c'est quoi? C'est d'abord une idée ou d'abord un homme ou c'est un peu les deux? Il y a beaucoup de VC qui disent que c'est d'abord un homme, en Mhm. fait. Les idées, il ne faut pas qu'elles soient figées. Il y a bien sûr des choses qui sont... il y a des choses dont on sait qu'elles sont dans le sens de l'histoire. Toute la problématique de l'investisseur, c'est de savoir quand est-ce qu'il investit. C'est pas est-ce qu'il investit ou pas, c'est quand est-ce qu'il investit. Si j'investis 2 ans trop tôt par rapport à un marché, je perds mon argent. Si j'investis 2 ans trop tard, évidemment, je n'ai pas l'occasion d'investir. Les autres l'ont fait avant moi. Et donc, tout est une question de timing. Donc, l'idée proprement dite, elle existe toujours. Il y aura du web sur l'écran d'un PC. Enfin, il y aura de la vidéo sur l'écran d'un PC. Les DRM ou pas les DRM, il y aura de toute façon des gens qui arriveront un jour à vendre du contenu, que ce soit du contenu Mais je parle musical dans le cas d'une boîte bien précise. Une Ouais. start-up vient te voir. Qu'est-ce qui va faire que ça va aller dans un sens ou dans un autre? C'est une super idée. Les mecs de YouTube qui viennent de revendre viennent te voir demain avec l'idée la plus pourrave du monde. Mais c'est quand même les mecs de YouTube qui ont un passif. Les gens de YouTube, s'ils viennent avec n'importe quelle idée et qu'ils essayent de lever de l'argent, ils vont en trouver Mais toi, en chez quelques toi, minutes. Je ne vais pas te dire que je suis prêt à financer n'importe quelle idée du moment que je connais la personne, bien sûr. Mais globalement, on peut, quand on a un bon management, être dans une société qui sait changer de direction, changer de braquet, se restructurer. Et on peut tout à fait, avec des startups, se tromper de direction au départ, tenter un business model qui ne fonctionne pas, avoir une technologie qui, disons, définit un produit qui n'est pas le bon produit, pas le bon packaging, et réutiliser cette technologie pour faire autre chose, adresser un autre marché. mais tu as On financé peut être- des gens atypiques. Oui, mais Enfin, on en peut parlait. on peut adresser un marché B2B d'abord et se rendre compte que c'est du B2C qu'il faut faire. Ces genres de choses, c'est le management qui sait prendre la décision de changer de direction. Donc une bonne start-up a le droit à l'erreur. Ah ben, elle en fait tout le temps. Enfin, une Et société- vous êtes là justement pour... C'est pas nous forcément qui corrigeons le tir, mais globalement, on est là pour... Disons, l'investissement avec le VC doit être capable de prendre en compte des erreurs possibles. Voilà. C'est-à-dire que- C'est pas que de l'accompagnement financier, c'est également de l'accompagnement en termes de management, en termes de direction de société. Vous pouvez installer un CEO par exemple? Alors, on ne fait pas de direction opérationnelle de société, hein. En tout cas les FCPI n'en font pas. On ne participe pas à la gestion opérationnelle des sociétés du tout. Maintenant, on a investi dans 70 sociétés qui ont toutes les mêmes contraintes, globalement, de croissance extrêmement forte, de recrutement, d'internationalisation rapide, de conquête de grands comptes, etc., à partir de rien du tout. Donc, souvent, les feux rouges et les feux verts, les tensions, le vissage d'écrou, etc., se retrouvent d'une société à l'autre. Donc, on partage notre expérience, D'accord. les échecs qu'on a vécus, les réussites qu'on a vécues, on les partage avec les managements et on les aide aussi à recruter parfois. Hein. Donc, on a évidemment
un réseau de gens qu'on connaît, qui sont directeurs financiers, Donc directeurs techniques. vous faites justement Je suis au jouir courant de que vos direct, ressources Une start-up, c'est quelques hommes de toute façon, et généralement, ces hommes sont toujours à la recherche de partenaires d'appui, mais humains. d'expérience, On n'est jamais de de réseau, trop, de tout ça. on n'est jamais de trop dans une jeune start-up pour apporter des appuis, des conseils, d'introduire des gens, etc. Voilà, c'est ça. Très bien. Et par rapport à ce que tu disais, justement, vous sentez des tendances qui sont un peu frémissantes, comme on pourrait dire, je sais pas, les widgets en ce moment, la vidéo, des choses comme ça, qui font que vous allez plutôt aller chercher ce genre de choses ou... Oui, alors nous on investit dans beaucoup de domaines. Si on prend le domaine de l'IT au sens global, les VC globalement investissent dans les logiciels d'entreprise, les solutions verticales dédiées à un métier particulier. Ils investissent dans des briques techno au sens logiciel que vont racheter éventuellement des grands types Microsoft, Oracle, etc. par la suite. Donc là, il faut aller réussir à vendre des technos aux États-Unis, parce que les acheteurs sont américains dans ce domaine-là. On est dans l'Internet, donc évidemment. Et puis, il y a aussi le secteur de l'électronique, le secteur du clean tech, sur lequel les investisseurs sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, qui est un secteur qui crée de la valeur, où il y a un écosystème qui est alors pareil, très aidé par l'État avec des subventions, etc., qui sont apportées, Ouais, pour ça va garantir venir des de plus en prix, plus. etc., et qui intéresse évidemment les investisseurs particuliers aussi. Les gens veulent consacrer une partie de leur argent aux nouvelles énergies, etc. Ils veulent investir utile. Donc il y a tous ces domaines qui sont très larges. AGF Private Equity, donc on est sur la partie IT, on est 5 investisseurs, 5 partenaires qui investissent, et chacun a à peu près ses domaines de spécialisation, prédilection. sans qu'il y ait des barrières de Chine entre nous. Mais bon, il y a le secteur des télécoms aussi qui est très vivace. Donc moi, globalement, je m'occupe plus du secteur des télécoms, des logiciels de sécurité, et je fais pas mal d'investissements dans l'Internet également. Voilà. Ça t'arrive de rire en voyant une annonce, un tel a levé 3 millions des fois, sur des gens que tu connais ou que tu as vu passer chez toi ou des trucs comme ça? Pas Tu souvent. vois des trucs complètement hallucinants? Non, pas souvent. Franchement, pas souvent. Globalement, la qualité des dossiers, elle est très bonne. Les gens qui créent des boîtes aujourd'hui sont souvent des gens sérieux. La bulle, c'était il n'y a pas si longtemps. On ne voit plus du tout les comportements qu'il y avait en l'an 2000, en 2001. Ça arrive parfois, mais c'est pas très courant. Et généralement, les dossiers sont tous montés par des gens qui sont sérieux. Et la problématique, c'est de savoir si, tout en étant sérieux et en ayant des objectifs forts, est-ce que je vais quand même y arriver, Les contraintes ne sont pas uniquement internes. Beaucoup de choses qui dépendent de l'extérieur aussi. Est-ce que je suis sur un produit dont le cycle de vente, par exemple, est beaucoup trop long? Est-ce que je vends à des acteurs industriels qui mettent toujours 18 mois à se décider et qui ont des ramp-up de commandes qui sont beaucoup trop lents? Est-ce que mon marché il est aux États-Unis? Est-ce que les gens ils sont prêts à comprendre mon produit? On peut être visionnaire, et généralement les créateurs de start-up sont toujours des gens qui anticipent. L'investisseur, il essaie de se positionner par anticipation aussi. La problématique, c'est est-ce que le marché, il est là aujourd'hui ou est-ce qu'il est là dans 2 ans? Est-ce qu'il y a des investissements que tu regrettes de ne pas avoir fait? Est-ce que tu as eu des choses, des services qui te sont Et passés qui sous t'avais le- senti, qui avec le recul, s'est avéré être une réussite? Par exemple, Jeff Clavier avait dit qu'il avait regretté de ne pas être dans le tour de table de Netvague. Il avait dit ah, mince, j'aurais su, j'y aurais été. Ouais. Est-ce que toi, tu as des réflexions comme ça? En fait, tu regrettes toujours les investissements qu'on fait une belle aventure, évidemment, et que tu n'as pas fait. La question, c'est que, a posteriori, donc après 8 ans passés dans le VC, on se rend compte que les raisons pour lesquelles on cédait brillamment à une société sont rarement celles qu'on anticipait au départ, et les raisons des échecs sont rarement ceux qu'on anticipait au départ aussi. Donc le VC fait évidemment une analyse d'un dossier avant de rentrer, et souvent, on a en fait le même manque de visibilité à long terme que celui qu'on a quand on recrute quelqu'un. Finalement, quand on recrute une personne, on ne peut pas savoir sur son CV et sur son expérience passée si le recrutement est un bon recrutement ou pas, on ne le voit que 2 ans après. Il y a des investissements que tu regrettes, mais c'est a posteriori. Il y a des investissements que tu regrettes parce que tu pitchais sur l'investissement, tu étais en concurrence, tu l'as perdu, et il se trouve que ton jugement était bon au départ, et que Sur qui tu n'aurais pas misé un copec qui s'est avéré être un succès? Fais ton mea culpa. On dit toujours, Mythic par exemple, c'est une société extraordinaire Ah, aujourd'hui. mais là, tu as misé. Mais on a misé. En qui tu croyais absolument pas. On a misé sur Mythic à un stade où la société avait déjà montré beaucoup de choses quand même. Des sociétés qui ont essayé de faire du dating online, il y en a eu une quinzaine en France. Est-ce que c'est Mythic? Est-ce que c'est une autre? Globalement, sur les slides, bien sûr, on aurait pu prendre, disons, croire au potentiel de Marc Simoncini parce qu'il avait déjà créé des startups brillamment revendues auparavant, etc. C'était quelqu'un qui avait montré un véritable talent.
Maintenant, est-ce que sur des slides, on choisissait Mythic ou on choisissait un autre site? On n'aurait pas pu peut-être faire ce choix à l'époque. Quand AGF investit dans Mythic, c'était une fois que la société avait déjà prouvé quand même un peu son modèle. Et que globalement, Marc Simoncini avait montré qu'il avait trouvé le ton nécessaire pour que les gens se sentent bien sur Mythic et qu'en même temps, ce soit un service efficace pour eux. Donc, très bien. Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces précisions. Juste pour finir, pour ceux qui s'intéressent au sujet du VC, est-ce que tu as un blog, Guillaume, d'ailleurs? J'ai pas de blog, non. Pas de blog, pas encore. Je n'ai pas tant de choses à raconter sur ma vie personnelle. Bon, alors, peut-être que tu fais des choses dans la vraie vie. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un blog. Je vous encourage à aller voir celui de Jeff Clavier qui s'appelle Sans accent, que vous trouverez sur Internet. Il nous parle par exemple de son portefeuille. Donc, lui, il y a des produits que les gens connaissent comme Docster, Catster, il y a eu MyBlogLog, il y a eu Edgeo, il y a eu également Userplane qui a été revendu à AOL. Et etc. Donc c'est un des blogs les plus complets sur le domaine. Donc vous pouvez voir la vie d'un VC en direct sur Internet et vous pourrez voir pourquoi pas certains sites Internet comme Docster que j'avais eu le plaisir de visiter l'année dernière, qui sont des très belles boîtes qui marchent très très bien. Et puis prochainement Edgeo, etc. Un dernier mot, David? Une dernière question? Ah oui, peut-être avant qu'on se quitte, Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler les boîtes dans lesquelles on peut voir ta touch en quelque sorte dans les boîtes? Alors, la touch d'AGF, d'AGF Private Equity, en fait. Actuelle, les boîtes actuelles. Donc, nous, on était. Donc, Travel Price, j'avais cité, c'était un de nos premiers investissements dans l'Internet qui était intéressant. On avait financé Fluxus auparavant, qui était le premier ISP en France, en fait. Donc, fondé par Rafi Aladjian, qui était le gourou de l'Internet à l'époque. On a financé donc Mythic, j'en ai parlé. On est des investisseurs de Viadeo aujourd'hui, donc qui est un site qui marche très très bien aussi. On a racheté Telemarket, donc j'en ai parlé tout à l'heure. On a financé 2 startups récemment dans le Web 2 qui sont Criteo de Jean-Baptiste Rudel qui avait fondé Kiwi auparavant, et puis Youno de Pascal Josselin qui était une des personnes qui a fait l'histoire de Fisystem. Voilà, on a une très brillante société en Allemagne qui s'appelle Questico, qui vend du coaching online, qui fait un gros chiffre d'affaires, qui s'internationalise en ce moment. Voilà. On a globalement une dizaine de sociétés dans notre portefeuille dans le monde de l'Internet. Donc je vous invite, vous pouvez alors c'est notre site sinon qui s'appelle www.agfpe.com. D'accord. Et ici on pourra voir tout le portfolio. Voilà. Merci beaucoup Guillaume, on en a beaucoup plus appris sur les VC. Si on a des questions ou quoi que ce soit, que les gens n'hésitent surtout pas à nous contacter. David, un dernier mot? Une dernière petite question, parce qu'on avait déjà évoqué le sujet. Oui. Comment t'expliques qu'un mec a revendu, qui a pris un gros paquet, retourne chez VC plutôt que de réinvestir lui-même? On prenait, je crois, l'exemple de Gilles Babinet qui a les moyens de monter sa nouvelle boîte, mais qui préfère quand même aller prendre chez les... Oui, mais c'était le cas de Marc Simoncini aussi avec Mythic. Comment t'expliques ça? Il a monté Mythic avec très peu d'argent. Il a même fait investir les amis avec lesquels il avait investi au départ chez France aussi. Un petit peu plus que ça, mais le VC, c'est un moyen aussi de faire rentrer sa société dans un monde un peu plus institutionnel. Et donc, si je veux, je peux tout à fait vivre de ma belle vie en autonome. Je me fais toujours de la visibilité avec un acteur, un investisseur. Mais les gens de la vieille économie n'ont pas tout seul, en fait. Je me retrouve pas tout seul à mon board. C'est souvent ça, la problématique d'un fondateur d'entreprise, c'est d'être obligé de se poser les questions et d'y répondre tout seul. Les gens sont, quand ils créent des boîtes, quand même, souvent assez seuls. On peut créer la boîte à 2 ou 3 personnes, bien sûr. Mais après, il y a tous les salariés. Quand ça monte, on est très rapidement intéressé à avoir un autre angle de vue. Je crois que c'est ça aussi. D'autres avis, d'autres... Ouais. Bon, et puis quand on a mis un petit peu d'argent de côté, on n'a peut-être pas envie de remettre tous ces œufs dans le même panier. Mais ça, c'est justement, c'est plus spécifique à la nouvelle économie, je trouve. Les gens de ce qu'on va appeler de la vieille économie auront tendance à le faire. Les gens qui viennent du Minitel ou je dirais de l'adulte, parce que c'est un milieu que je connais un petit peu, qui gagnent aussi beaucoup de pognon, en général, ne vont jamais voir des investisseurs. C'est parce que il faut voir l'autre côté aussi. C'est plus difficile pour un investisseur d'aller faire de l'adulte, clairement. Non, mais je parle des gens, je sais pas, comme Abadi, qui vient de l'adulte, mais qui après a revendu 1, 2, 3. Je veux dire, il en est sorti. Ouais. Mais au départ, il a fait ses preuves avec l'adulte, on va dire. C'est aussi parce que les investisseurs demandent globalement. On est séduit évidemment par des managers qui réussissent et on essaye aussi de monter les projets avec eux. Il y a cette demande-là, oui. C'est à la fois Gilles Babinet qui va chercher Eric Huette, avec qui clairement les aventures ont été productives. Il faut savoir que
Gilles Babinet, quand il a relevé de l'argent avec un VC, il a refait confiance à un VC qui l'avait soutenu pendant des années horribles, jusqu'à ce que le projet, de nouveau, refasse surface dans de très bonnes conditions. Mais encore une fois, les startups vivent des hauts et des bas. Et un fondateur qui recrée un projet, il sait très bien qu'il peut lui arriver des tuiles par la suite. Un financier avec lequel ça s'est bien passé par le passé et qui a montré qu'il était résistant et qui pouvait l'accompagner même dans les mauvaises heures. Ça peut pas faire de mal. C'est quelque chose de Gilles très nous en important. avait parlé ici quand on l'avait interviewé. Il avait dit effectivement qu'il était au plus bas et que son VC il l'avait jamais lâché. Quoi. Il nous avait dit vraiment que même lui était presque étonné de voir que l'autre était toujours derrière. Tout à fait. Donc en fait, vous Et servez il y a aussi à quelques ça, VC ouais. comme ça, pareil, oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup Guillaume, merci Merci, David. ouais, c'était super intéressant. N'oubliez pas, ce n'est que de la web TV. Et puis alors, à la prochaine fois avec un autre invité de talent. Merci encore. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire passer. On se fera un plaisir de les passer à Guillaume. À bientôt. Au revoir. Au revoir.